Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous du journal de ce mardi 20 avril 2021. À la présentation, Bob Rugurika, les titres de ce journal. Un connaisseur des milliers du crime burundais demande aux autorités burundaises de cesser de créer des boucs émissaires dans des dossiers de crimes d'État. Vous l'entendrez sur certains dossiers d'assassinat qui ont emporté certaines personnalités burundaises. La montée des eaux du lac Tanganyika inquiète toujours. Les scientifiques appellent à des actions d'urgence. Dans ce journal, vous entendrez certains parmi eux. 2 enfants en situation difficile sont sous les caniveaux depuis bientôt 3 jours en mairie de Bujumbura. L'administration appelée à faire tout pour retrouver ces 2 enfants. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Encore sans vie d'un homme a été découvert le matin de ce mardi sur la colline et zone Minago de la commune et province Rumongue. Les habitants de Minago qui ont vu ce corps indiquent qu'il aurait été tué, étranglé ailleurs puis déposé devant l'église catholique de Minago. Jean-Marie Ndaïchimie, de son nom, était originaire de la zone Gatumba, commune Mutimbuzi de la province Bujumbura, comme l'indique sa carte nationale d'identité retrouvée sur lui. Enchaînons avec la page justice. La détention de Madame Christa Kaneza cache plusieurs zones d'ombre visant à la maintenir en prison. Selon plusieurs observateurs dans ce dossier, la justice serait instrumentalisée par certaines hautes autorités du pays dans ce dossier. Le point avec Dani Claire Iratroumva. Le 9 avril courant, la Chambre de conseil du tribunal de grande instance de la commune Moura devait siéger pour statuer sur la libération provisoire de la veuve Christa Kaneza. Mais selon les membres de sa famille, le dit tribunal a reporté cette session, arguant que le quorum n'était pas atteint. Une justification jugée de prétexte par la famille de la victime qui pense que cela constitue une des stratégies utilisées pour maintenir la veuve du fait Kiari Kugimana en prison. Enfin, qui, selon un des membres de la famille de Christa Kaneza, qui s'est entretenu avec la RPA n'est pas nouveau. En effet, en date du 2 février 2021, le tribunal de grande instance de Moura avait sorti un billet d'élargissement, une décision qui n'a jamais été mise en application. Et pour cause, selon les informations qui sont parvenues à la RPA, le responsable de la documentation intérieure en la personne d'Alfred Innocent Moussélé-Mou s'y serait opposé et s'est lui-même rendu à la prison centrale de Mbimba pour annuler cette libération. Les mêmes sources font savoir que la justice serait également instrumentalisée par certaines hautes autorités du pays dans ce dossier. La veuve Christa Kaneza a été arrêtée le 19 janvier 2021, puis conduite au cachot du bureau spécial de recherche BESER en sigle et transférée à la prison centrale de Mbimba 3 jours après, en date du 22 janvier. Ce lundi, elle a totalisé 3 mois d'incarcération. Page justice toujours. Certains témoins des assassinats perpétrés au Burundi s'insurgent contre l'emprisonnement des boucs émissaires pour des crimes d'État. Dans notre édition, nous allons revenir sur le témoignage d'un agent du service national de renseignement qui révèle que l'assassinat de la députée et ancienne ministre burundaise Hafsa Mossi a été commis par des hommes de main profondément impliqués également dans les assassinats des officiers dont les colonels Jean Bikomagu et colonel Lucien Rufiri. Cet agent du service national de renseignement insiste sur l'implication du commissaire Félix Niorugira, officier de police cité dans différents autres crimes d'État perpétrés ces derniers temps. Suivez. L'exécution d'Afsamos a été minutieusement planifiée par des officiers haut gradés. Celui qui revient dans plusieurs tueries ignobles est le colonel Félix Niorugira. Ici, je citerai entre autres cas le meurtre du colonel Jabi Komagu et de celui du colonel Lucien Rufiri qui résidait en zone Gagara. Ce dernier a été exécuté par le colonel Félix Niorugira et son équipe. Homme de main du général Alain Guillaume Bougnomi, il a à sa disposition
un groupe de tueurs qui agissent sur les ordres du régime CNDD-FDD. Cet officier est impliqué dans presque tous les assassinats orchestrés par le général Alain-Guillaume Bunyoni. En fait, l'exécution du colonel Rufyiri a pour origine un conflit foncier concernant une parcelle se trouvant en zone Maramvia. Mais ils ont fait croire aux gens que le colonel aurait été tué parce qu'il était inexécrable. Le colonel Rufyiri a été assassiné par un certain Désiré et un surnommé Bavou, qui n'ont fait qu'exécuter les ordres les donnés par le même Félix Nyorugira. De plus, Félix Nyorugira fait partie des personnes qui ont planifié et exécuté le colonel Jean Bikomagu au quartier Kabondo. Ceci pour dire que Félix Nyorugira est fortement mêlé à de graves crimes mis au point par le gouvernement du Burundi depuis 2015. Nous avons essayé de joindre Pierre Mouriquier, porte-parole du ministère de la Sécurité publique, mais ce dernier refuse toujours de s'exprimer sur les ondes de la radio publique africaine. Parlons droits de l'homme à présent. Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique est l'une des institutions de la République du Burundi qui reconnaît le trafic humain au Burundi. Pour ce ministère, c'est une réalité. Le même ministère reconnaît que des policiers et des cadres de l'État sont impliqués dans ce trafic. Les détails avec Hervis Nyomungere. Le combat contre le trafic des êtres humains et tous les autres crimes continue ici au Burundi. C'était en date du 12 février. Pierre Nkurikiye, porte-parole du ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, le ministère dirigé par le directeur Ndirakobucha, considéré comme le numéro 3 du pouvoir burundais. Dans la conférence de presse animée ce jour, Pierre Nkurikiye a reconnu l'implication de certains policiers et cadres de l'État dans ce trafic. Parmi les trafiquants déjà arrêtés, vous avez entendu ou vu des policiers. C'est donc évident que les trafiquants ont un réseau ici au Burundi, surtout parmi les policiers ou les fonctionnaires de l'État. Ils ont aussi des collaborateurs à l'extérieur du pays. Le trafic est trop lucratif et qu'il est difficile de l'abandonner. C'est le Pierre Nkurikiye. Il est lucratif, c'est vrai, parce que d'après l'interrogatoire, pour chaque autorisation de sortie qui est obtenue, le demandeur est obligé de payer $50. Et pour chaque personne qui est transférée à l'étranger, il doit payer $300 pour qu'on puisse lui chercher le document et pour pouvoir voyager. Il promet toutefois que la police se chargerait de toute personne impliquée, qui qu'elle soit. Par rapport aux auteurs présumés de ce crime, s'ils ne comprennent pas encore, on va les appréhender, qui qu'ils soient, parce que je vous dis que l'enquête va être approfondie pour voir toutes les personnes qui sont impliquées, qui qu'elles soient, elle va être appréhendée et traduite devant la justice. C'est pourtant ce trafic qui a Guillaume Bunyoni, l'homme considéré comme le numéro 2 du pouvoir burundais qui nie l'existence de ce trafic au Burundi. Tout récemment, le Premier ministre burundais Alain-Guillaume Bunyoni avait nié l'existence de ce trafic humain, arguant pour lui qu'il s'agit d'une main-d'œuvre qui va à la recherche de l'emploi vers les pays du Golfe. Parlons politique à présent. La coalition des forces de l'opposition pour le rétablissement de l'accord d'Arusha, CFOR Arusha en sigle, demande à l'Union européenne d'évaluer d'une façon objective la situation politique et celle des droits humains au Burundi avant la reprise de la coopération directe avec le gouvernement burundais. C'est du moins le contenu d'un mémorandum que cette coalition a envoyé le 12 de ce mois à la présidente de la Commission de l'Union européenne. Suivez Frédéric Bambouyimvila, président de la CFOR Arusha, qui tient à rappeler que les droits de l'homme au Burundi sont toujours bafoués. Et notre demande était d'attirer l'attention de Madame la présidente de la Commission européenne. Et nous avons démontré que, en réalité, la crise au Burundi perdure, comme l'attestent les faits suivants. La violation ou les violations des droits de l'homme persistent. Les violations des libertés fondamentales des citoyens persistent. Le système judiciaire est en panne et il est inféodé aux partis politiques et à l'exécutif. C'est un fait. Et puis, nous assistons à la déstabilisation de la paix et aussi l'insécurité qui sont provoquées par notre gouvernement à l'endroit des citoyens. Et nous avons également démontré que ce nouveau gouvernement, malgré tout, en fait, il est issu d'un ordre constitutionnel qui vient définitivement enterrer l'accord d'Arusha, mais aussi
ce gouvernement résulte des élections qui ont été fortement contestées, marquées par des fraudes massives, à tel point que certains pensaient qu'il fallait absolument les annuler et organiser de nouvelles élections. Sinon, ils sont en train de marcher sur une béquille. Et il est aussi constaté que ce gouvernement est militarisé. Et quand on voit la tête de ce gouvernement, le gouvernorat, donc il est constaté que ce sont des militaires, ce qui nous pousse à dire que aujourd'hui nous observons que la force de la raison est complètement obnubilée, remplacée par la raison de la force. Donc c'est un gouvernement qui pratique une politique de discrimination où on voit que il y a des bases politiques, des bases ethniques qui sont toujours tenues en compte pour exclure l'une ou l'autre des droits. Frédéric Bamvunyi-Nyumvira propose certains préalables qui devraient, selon eux, être concrétisés avant de rendre effective cette reprise de coopération entre le Burundi et l'Union européenne. C'est ainsi que nous avons proposé qu'il y ait cessation des tracasseries judiciaires à l'endroit des opposants, qu'il y ait démantèlement des milices Imbonerakure pour les intégrer socialement et économiquement, et qui ne continuent pas à exercer de la pression sur les simples citoyens. Nous exigeons la libération des prisonniers politiques. Nous exigeons qu'il y ait réhabilitation des organes de presse détruits en 2015 pour qu'ils puissent émettre en bonne et due forme sans qu'il y ait des pressions qui soient exercées sur eux. Il y a effectivement la révision et l'abrogation des lois liberticides. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif entre les Burundais. Et ça veut dire que le gouvernement ne doit pas continuer à se comporter comme s'il gérait un État conquis par les armes. Donc il faut aussi que ce dialogue soit aussi initié à l'endroit des réfugiés burundais, dont les politiciens, pour que tout le monde puisse rentrer chez lui en paix et qu'il ne soit pas toujours poursuivi pour être traqué pour des raisons inventées. Et enfin, il faut qu'il y ait restauration d'un climat de confiance entre le gouvernement et les citoyens. Je crois qu'avec tout cela, si cela a été fait, on pourra absolument avoir un dialogue entre l'État du Burundi et l'Union européenne qui pourrait conclure sur la reprise de la coopération qui puisse être utile à tous les Burundais et non pas uniquement au gouvernement du CNDD-FDD et à ses proches. Les copies de son mémorandum ont été adressées à certaines autorités, dont le secrétaire général des Nations Unies, le président du Conseil de sécurité des Nations Unies et au président en exercice de l'Union africaine ainsi qu'au garant des accords d'Arusha. Parlons société à présent. Les habitants de la ville de Bujumbura interpellent les autorités municipales à entamer des recherches pour vérifier si deux des enfants en situation difficile n'auraient pas péri dans l'un des égouts d'évacuation du centre-ville de Bujumbura. Un de leurs compagnons a été sauvé de justesse ce dimanche par les passants qui l'ont entendu appeler au secours. Le point avec Eric Nyonzima. Certaines personnes pensent que ces enfants sont morts. Au départ, ils étaient au nombre de 3, mais rien n'a encore été fait pour les retrouver. Cet habitant de la ville de Bujumbura alerte les autorités municipales afin qu'elles procèdent à la recherche de des enfants de la rue qui seraient bloqués dans les canalisations souterraines du centre-ville de Bujumbura. En effet, ce dimanche, 3 enfants de la rue sont entrés à l'intérieur d'un des conduits, tout près de l'immeuble Bonoto, mais un seul d'entre eux en est sorti. Selon nos sources, ce dernier a été secouru par les passants qui l'avaient entendu crier au secours au niveau du boulevard Patrice Lumumba, juste sous le bâtiment abritant la banque BCB. Quand il a été sorti de ce trou, l'enfant était déjà en état d'asthénie, comme le témoigne un des habitants de la ville de Bujumbura qui était sur place. Le plus chanceux des 3 enfants s'est retrouvé sous le boulevard Patrice Lumumba au niveau de la BCB. Il a été secouru par des passants qui l'ont entendu en train de crier au secours. Ces derniers ont d'abord enlevé les blocs ciment qui couvraient ce caniveau pour le retrouver. Il est sorti affaibli et psychologiquement atteint. Ces habitants de la ville de Bujumbura déplorent qu'aucune action n'a été amorcée
pour secourir les deux autres dont on ignore encore le sort. Ils demandent aux autorités municipales de tout faire pour trouver une solution durable à cette problématique des enfants de la rue. Et ces habitants de suggérer que, en attendant que cela soit effectif, de boucher tous les trous qui permettent à ces enfants d'entrer facilement à l'intérieur de ces caniveaux. C'est vraiment triste. Les autorités de la mairie devraient songer à boucher toutes les entrées souterraines qui sont en découvert. On ne sait pas si les deux enfants sont parvenus à sortir de ce caniveau ou s'ils sont bloqués dedans, puisque rien n'a jusqu'à présent été fait pour les retrouver. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jimmy Atungimana, le maire de la ville de Bujumbura, afin qu'il nous parle des solutions qu'il envisage à propos de ce problème des enfants de la rue. Une courte pause et nous entamons la page environnement de ce journal. RPA. Conditions de vie de plus en plus difficiles pour les victimes de la zone Gatumba, devenues des sans-abri. Ces sinistrés sollicitent une assistance d'urgence de la part du gouvernement. Le point avec notre collègue Clarisse Irakodze. Les victimes des inondations causées par le débordement du lac Tanganyika en zone Gatumba font actuellement face aux grands problèmes liés au logement. Elles passent leur journée à chercher des maisons pour s'y abriter, au moment où aucune assistance ne leur est parvenue. Les gens n'ont pas encore obtenu de nouveaux abris. Certains continuent de chercher des maisons ici et là pour les louer, mais elles sont presque toutes occupées. Ils cherchent des maisons du côté de Kinyinya 2 et Muyange. Les victimes n'ont pas encore eu d'assistance. C'est à chacun de chercher où mettre les affaires et une maison pour déménager. Une chose qui n'est pas facile, car de tels événements arrivent par surprise. La priorité pour ces familles dévastées est de trouver de l'aide pour abriter leurs enfants tout en continuant à chercher vers où elles pourraient déménager, une tâche pas facile suite à la hausse des prix des maisons dans les localités non affectées. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge, ils peuvent demander de l'aide auprès des connaissances dont les maisons n'ont pas été inondées par l'eau pour mettre à l'abri les enfants et les meubles. On les abandonne dans nos maisons envahies par l'eau. C'est parce qu'actuellement, les maisons à louer manquent et les gens se demandent ce qu'ils vont faire. Ils sont incapables de prendre des maisons dans d'autres localités car elles sont chères avec des ressources insuffisantes. Ils optent de rester ici à Gatumba et à continuer de chercher des maisons moins chères. Ces habitants de la zone Gatumba demandent au gouvernement une assistance urgente, conscients qu'ils ne pourront pas retourner chez eux d'ici peu. Il y a une grande crainte que même d'autres parties de la zone deviennent inondées. Merci à Clarisse Irakodze. La province de Rumonge a été aussi touchée par cette montée des eaux du lac Tanganyika il y a quelques jours. Dans cette province, plusieurs infrastructures ont été atteintes par les eaux. À part les pertes déjà enregistrées par la population, même l'économie du pays en a pris un coup. Le point avec Francine Mahoro. Les habitants de la province de Rumonge qui se sont entretenus par la RPA indiquent que les eaux du lac Tanganyika ont monté de façon surprenante et continuent à causer des dommages matériels depuis plus de 2 semaines. Dans la ville de Rumonge, les localités riveraines du lac Tanganyika ont été envahies par les eaux. À peu près 250 ménages sont actuellement sans abri. De plus, presque tous les ports de pêche ne sont plus fonctionnels, que ce soit celui de Kagongo ou celui de Magala. Ce qui a déstabilisé jusqu'à maintenant les activités génératrices des revenus de la plupart des habitants de la place, sans parler des pertes enregistrées par le gouvernement. Ici, cet habitant nous parle de quelques infrastructures d'une grande utilité pour le pays qui ont été touchées. Les eaux du lac ont envahi le port de Rumonge et atteint les bureaux de la PAF ainsi que l'endroit où les bateaux accostent. Les espaces de loisirs ont été également touchés. Les touristes ne pourront plus se détendre sur les plages telles que Blue Bay, Castella et autres car les eaux du lac ont envahi ces endroits jusqu'à ce que le sable ne soit plus visible. Vous saurez que la route nationale numéro 3 fait également partie des infrastructures menacées par les eaux du lac Tanganyika. Certains habitants de la province de Rumonge indiquent être désespérés suite aux pertes enregistrées. Et ces derniers d'ajouter qu'ils craignent une autre montée des eaux vu que le niveau des eaux n'a pas encore baissé jusqu'à l'heure actuelle.
Toujours à propos de l'environnement, le port de la ville de Bujumbura, également menacé par ces inondations, les eaux de ce lac qui ne cessent de monter ont déjà commencé à envahir certains endroits de ce port. Les détails dans ce reportage de Loge Kwizera. Le port de Bujumbura, érigé sur le bord du lac Tanganyika, est en train d'être submergé de manière inquiétante par la montée des eaux de ce lac. Certaines infrastructures se trouvant sur ce port, telles que les bureaux de l'office burundais de recettes OBR, sont déjà inondés par ces eaux, comme l'indique son citoyen. Il faut se tenir devant le port pour constater l'ampleur des dégâts causés par le débordement des eaux du lac Tanganyika. Même les bureaux de l'OBR situés en face du port ont été submergés. L'une des personnes qui exerce les activités sur ce port de Bujumbura fait savoir que l'un des endroits de ce port qui est déjà touché par ces inondations est fermé. Personne n'est autorisé à se rendre sauf les employés du port. Pour le moment, il nous est difficile d'accéder à nos entrepôts. Une grande partie du port a été condamnée et interdite d'accès pour éviter tout éventuel accident. Seul le personnel est autorisé à franchir cette partie la plus touchée. Ce lundi, c'est 50 cm restés pour que les eaux du lac Tanganyika inondent complètement l'entrepôt des marchandises de ce port. Ces eaux du lac Tanganyika ont déjà inondé la place située tout près du port. Le restaurant Sefai Gate et la route passant près du même port est fermée car l'eau est sur le point d'y arriver. À présent, que pensent les scientifiques et certains responsables environnementaux? Plusieurs zones le long du lac Tanganyika sont aujourd'hui à un niveau d'altitude inférieur à celui des eaux de ce lac. Augustin Ngenzirabona, directeur général de l'IGEBU, l'Institut géographique du Burundi, estime que ces zones peuvent être toutes inondées à tout moment. Je propose de l'écouter. Avec la force des courants marins qui sont dans le lac Tanganyika, l'eau ne peut pas reculer en arrière parce que le vent continue à charrier l'eau et tous les débris qui sont sur son passage. Si on analyse la carte topographique de la zone de Bujumbura, on remarque que toutes ces régions sont des régions à basse altitude. On voit par exemple Kibenga, il est déjà immergé. On voit ici, tout près du port de Bujumbura, c'est aussi immergé, parce que se trouve à une altitude de 775 mètres. Vous voyez ici aussi à Kajaga, c'est également 775 mètres. Donc, là, vraiment, on ne peut pas retirer. Ça va continuer jusqu'à ce que le niveau du lac baisse. Alors, dire que le niveau du lac va baisser aujourd'hui ou demain, ça serait une aberration. Et on ne sait pas ce que nous réserve le temps, mais d'ores et déjà, vous voyez que toute cette zone se trouve à une altitude inférieure à celle du lac Tanganyika. Si vous regardez aussi ces courbes, les courbes qui montrent différentes altitudes, ça évolue de 700 mètres à 778 mètres. Augustin Ngenzirabona propose que les habitants des zones menacées pensent à déménager. Selon lui, l'eau du lac Tanganyika ne pourra pas reculer dans un proche avenir. Nous remarquons que cette année ressemble à l'année 1964. Et vous allez le remarquer sur les courbes que les données sont presque similaires. Même la pluviométrie de l'époque était la même que celle d'aujourd'hui. Nous pensons donc que si les pluies continuent au rythme actuel, nous allons assister donc au phénomène similaire à celui de 1964. Alors, ce qu'il faut faire, il faut prévenir les gens à temps pour qu'ils puissent quitter l'endroit, chercher ailleurs pour pouvoir ne pas être emportés par les dégâts qui sont occasionnés par cette montée des eaux. Il faut voir comment ne pas occuper cette zone parce que c'est une zone qui présente un grand danger pour la population.
Selon toujours Augustin Ngendilabona, les causes de la montée des eaux du lac Tanganyika sont principalement l'abondance des pluies dans la région des pays entourant le lac Tanganyika et la rivière Rukuga, seul exutoire des eaux du lac Tanganyika qui est débordé et ne peut plus évacuer une grande quantité des eaux du lac Tanganyika. Toujours à propos, le gouvernement du Burundi devrait donc mobiliser des aides internationales afin de pouvoir protéger des infrastructures économiques du pays menacées actuellement par la montée des eaux du lac Tanganyika. Cela a été dit par le professeur Jean-Marie Sabushimike, expert en environnement, dans l'émission Kunama de la radio Isanganiro, c'était ce samedi dernier. Pour ce professeur d'université, ces activités de protection des infrastructures économiques devraient débuter dans les brefs délais car rien ne garantit que le scénario actuel ne puisse pas se reproduire. Suivez. Il y a ce que je peux appeler des infrastructures stratégiques, telles que le port de Bujumbura, celui de Lumongue, celui de Nyanzalak et d'autres endroits que nous jugeons nécessaires de protéger par des digues. Le plus souvent dans une situation similaire à celle que nous vivons aujourd'hui, l'implication de la communauté internationale est plus que nécessaire pour venir en aide aux pays en situation d'urgence. Cela pour protéger leurs économies comme nous sommes en train de le dire, par exemple la destruction des routes, les infrastructures stratégiques qui deviennent inutilisables, par exemple les ports. Je me dis donc que c'est le gouvernement qui devait solliciter cette aide via les projets de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et autres. Je dirais que c'est d'ailleurs une urgence car la situation que nous observons aujourd'hui peut se répéter après 1 ou 2 ans ou je ne sais quand. Sinon pour le moment c'est vraiment difficile de déterminer avec précision à quand on peut assister encore une fois à une telle situation. Nous sommes tous au courant que ces derniers jours, il y a beaucoup plus de catastrophes et causant derrière elles des dégâts. Dans l'entretemps, l'Union européenne a accordé au Burundi une aide de 9 millions d'euros. Cette aide est entre autres destinée à la prévision météo et réponse anticipée, à l'éducation et à la protection des enfants dans les situations d'urgence. L'aide appuiera aussi les Burundais rapatriés ainsi que les Burundais toujours réfugiés dans 3 pays, à savoir la République démocratique du Congo, la Tanzanie et le Rwanda. Clôturons ce journal toujours par la page réfugiés. Le secteur santé est un des rares secteurs qui se porte bien au camp de Nakival en Ouganda. Les réfugiés burundais vivant dans ce camp témoignent que les acteurs de ce secteur font tout ce qui est en leur pouvoir pour mieux s'occuper de la santé des réfugiés. Une situation qui a encore été améliorée en cette période de Covid-19. Écoutez ce réfugié du camp de Nakival. Mukuri kubijanye n'amagara y'abantu baragerageza uko bishoboye ONG bita Medical Team International. Pour ce qui est de la santé des réfugiés, ils essaient de faire de leur mieux. L'ONG de nommé Medical Team International, qui gère les structures de santé au camp de Nakival, ne ménage aucun effort. Avec la pandémie de la Covid-19, il a multiplié le personnel soignant. Avec l'augmentation du personnel, nous constatons une nette amélioration. On est vraiment bien traité. Peu importe la maladie du patient, que ce soit ceux avec des maladies chroniques ou souffrant d'autres maladies comme la malaria, par exemple. Les médicaments, il y en a en suffisance. Vraiment, ils s'occupent de nous comme il le faut. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal. À la présentation, vous étiez avec Bob Rugurika. Merci à vous tous pour votre aimable écoute. Merci à l'équipe rédactionnelle. Merci aussi à la technique. Prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.